On va y aller. Donc, il nous manque peut-être encore quelques participants, mais sans plus tarder, on se lance. Alors, officiellement, bonjour à tous au nom de Premier Continuum. Merci énormément de vous joindre à nous aujourd'hui pour un nouveau webinaire de notre série Perspectives. Donc, comme vous allez le découvrir, nos sessions Perspectives sont un moment d'échange, de génération d'idées où on partage des solutions concrètes pour tous les professionnels de la résilience. Donc, je m'appelle Marie-Hélène Droupicord et je suis conseillère principale en continuité et en résilience. Et aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'animer notre webinaire sur quand l'art rencontre la science dans la conception de solutions. Donc, Rudy, on va fermer ton micro. Donc, justement, on était dans les consignes de base. Donc, merci de fermer votre micro. Vous pouvez ouvrir votre caméra aussi. Ça peut être, on aime ça évidemment, vous voir. Donc, tout au long de la séance, on vous invite à participer, à poser des questions, à partager vos réflexions. Vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat. Et puis, il va y avoir une période de questions à la fin de la présentation également. Et puis, ben, évidemment, sachez que si vous le souhaitez, donc vous pouvez avoir accès à l'enregistrement ainsi qu'à la présentation d'aujourd'hui. Donc, très rapidement, j'aimerais réitérer notre mission chez Premier Continuum qui est de supporter les organisations à se préparer aux imprévus en augmentant leur résilience organisationnelle. Donc, depuis 25 ans, nous soutenons les organisations du Québec, du Canada, mais aussi partout dans le monde grâce à nos 3 solutions complémentaires, donc des formations certifiées du Business Continuity Institute et d'ICOR. On a nos services conseils et on a notre logiciel de gestion de la résilience Parasolutions. Et puis rapidement, on en profite pour souligner 2 belles nouvelles dont nous sommes très fiers chez Premier Continuum. Donc, on a gagné tout récemment au BCI Global Awards et pour la première fois de notre histoire, 2 prix très prestigieux, c'est-à-dire la compagnie s'étant illustrée au niveau de la diversité et de l'inclusion. Et le consultant de l'année avec Philippe Tassé-Gagné, notre vice-président service conseil et développement des talents. Donc, on est très fiers. Merci pour les mains d'applaudissements. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de mes talentueuses collègues chez Premier Continuum et plus spécifiquement de Myriam Gilles, conseillère en continuité et résilience organisationnelle, donc diplômée du DSS en gestion des risques majeurs de l'UQAM. Myriam possède un vaste bagage de plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de la continuité des activités, de la sécurité civile, des mesures d'urgence, des médias et de la culture. Donc, c'est elle qui sera en charge d'élaborer sur notre sujet la conception de solutions dans les prochains instants. Et également, on a notre invitée spéciale, Isabelle Primo, présidente et fondatrice de Premier Continuum. Donc, Isabelle est une experte accomplie de la continuité des activités et de la résilience et l'instigatrice de Parasolutions et instructrice du Business Continuity Institute depuis 2009, entre autres choses. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Myriam qui va vous introduire sur les concepts clés de la conception de solutions, les solutions et les stratégies pour renforcer la résilience des organisations, ainsi que des conseils pratiques sur l'intégration de ces fameuses solutions. Donc, à toi de jouer, Myriam. Merci Marie-Hélène, puis merci à tous d'être ici. Là. Je suis bien contente de revoir certains visages que j'ai pas vus depuis un moment. Donc, comme tu le disais, aujourd'hui, on va aborder la pratique professionnelle 4 de BCI à travers des concepts clés comme l'atténuation des risques, la diversification des chaînes d'approvisionnement et l'amélioration de la cybersécurité. On va également explorer les solutions et stratégies efficaces pour renforcer la résilience. Et enfin, nous verrons comment intégrer des solutions alignées sur les objectifs stratégiques d'une organisation. Donc, dans un premier temps, il convient de remettre la PP4, donc la pratique professionnelle 4, dans son contexte, dans le cadre du système de management de la continuité des activités, donc le SMCA. Il y a pas mal d'acronymes et de sigles là, au cours de cette présentation, mais bon, je sais que vous êtes habitués dans vos organisations, vous n'allez pas être surpris. Donc, la conception de solutions, c'est un élément très important du SMCA. Il y a axé sur le développement de stratégies et de solutions afin d'assurer la continuité des opérations prioritaires de l'organisation en cas de perturbation. Donc, cette étape, elle arrive après la phase d'analyse qui permet d'une part d'identifier les risques auxquels on pourrait avoir à faire face et d'autre part, lors du bilan d'impact sur les activités, le fameux BIA, d'identifier et de valider les activités à maintenir et à rétablir selon leurs priorités. Donc là, un petit rappel pour, je sais que parmi vous, certains connaissent ce genre de schéma, mais bon, peut-être pas tout le monde, donc on fait un petit rappel de tous ces concepts. Donc, comme on vient de le mentionner, avant de chercher des solutions, il est plus qu'indiqué de réaliser un BIA. Un BIA, en fait, par direction, par service, selon votre organisation.
qui constitue la fondation de notre démarche de continuité des activités. C'est vraiment la base, en fait. La priorisation permet de se concentrer sur les activités à reprendre en priorité et donc de ne pas perdre de temps et d'énergie sur des activités qui peuvent attendre. Il permet également de savoir à quelle vitesse les solutions devront être mises en place et donc de connaître nos objectifs de reprise pour chaque activité. En gros, avant de se précipiter vers la recherche de solutions, il faut d'abord avoir un portrait clair de ces activités. On doit se demander si on doit faire telle action tout de suite, après un incident, ou si ça peut finalement attendre quelques heures, voire quelques jours. L'analyse de ces activités permet également de comprendre de quoi on a vraiment besoin pour opérer ces activités. Par exemple, est-ce que j'ai besoin d'avoir le retour complet de mon système informatique ou est-ce que je peux maintenir certaines activités grâce aux données sauvegardées? Et si oui, quelles données? Donc, c'est vraiment important de se connaître. Et est-ce qu'elles sont disponibles facilement, ces données? Donc, tout ça, ça va être utile de le décortiquer pour vraiment comprendre et avoir un bon portrait. Et encore là, avec l'exemple de nos données, est-ce que les équipes savent comment y avoir accès, etc., etc. C'est pourquoi on a besoin de connaître notre DMTP. Donc notre DMTP, c'est notre durée maximale de perturbation, bah, tolérable de perturbation. Soit c'est en fait le mur qu'on ne souhaite pas frapper. Autrement dit, la période maximale qu'on peut supporter avant de subir des conséquences significatives sur notre organisation. La DMTP, elle va nous permettre d'identifier notre RTO, donc notre objectif de délai de reprise. C'est le Recovery Time Objective, là on garde finalement la version anglaise, qui est toujours antérieur à notre DMTP. Parce qu'on s'entend qu'on préfère se remettre sur pied avant de frapper le mur. C'est quand même mieux. Et notre RTO, il devrait s'aligner avec notre OMCA, donc notre objectif minimal de continuité des activités. Donc ce que l'on souhaite minimalement fournir comme service en cas d'incident. L'OMCA, ça pourra tout simplement être de pouvoir aviser les clients que nous vivons une situation. Ça dépend là vraiment du type d'organisation qu'on a et qu'il risque d'y avoir des délais pour la livraison de services, ou ça pourrait correspondre à un pourcentage de commandes livrées malgré la perturbation. Une autre donnée clé à connaître sur son organisation, c'est le RPO, donc le point de récupération des données des applications informatiques nécessaires à la réalisation de nos activités. D'ailleurs, je dis informatique parce que c'est la grande majorité des données actuellement, mais ça pourrait aussi comprendre des infos papier, etc. Donc ici, l'idée, c'est de comprendre quelle quantité de données on est prêt à perdre ou au moins à ne pas y avoir accès pendant un certain temps. Bien sûr, ça va dépendre de la nature de l'organisation. Dans le domaine de la santé, par exemple, ça pourra se compter en minutes, voire en secondes, selon la nature des activités. Par exemple, pouvoir accéder à un dossier d'un patient et connaître ses allergies pourrait être crucial s'il était nécessaire de le soigner en urgence. On peut également penser aux opérations d'une banque pour lesquelles on souhaitera connaître les montants disponibles sur les comptes des clients aussi rapidement que possible avant qu'ils risquent de faire des dépenses non permises et qu'ils se retrouvent à découvert. C'est sûr qu'on ne souhaite pas ça, donc il faut pouvoir accéder très rapidement à ces informations. Il y a aussi des contraintes contractuelles ou des engagements de niveau de service qui pourraient en fait nous aider à valider l'identification de notre RPO. Si on annonce dans toutes ces communications qu'on s'engage à traiter les demandes dans un délai de 10 jours ouvrables, ça nous aidera également à voir à partir de quand les gens risquent de crier. Et on ne veut pas ça. Donc, que ce soit les clients, les usagers ou les employés. Donc, bien comprendre quelle tolérance on a face à l'arrêt des activités permettra en fait de passer à l'étape de recherche des solutions. Il faut se connaître. Donc, à présent, on va rapidement aborder en fait les nouveautés de la version 7.0 du guide des bonnes pratiques du BCI et voir ce qui a changé depuis la version 2018. Donc, la pratique professionnelle 4 révisée a été spécifiquement conçue pour intégrer les exigences de continuité et les risques approuvés lors de la pratique professionnelle 3, donc l'analyse, afin de répondre à tous les éléments nécessaires pour la pratique professionnelle 5. Donc, on repart sur notre roue dentée, sur notre schéma qui est la mise en œuvre des solutions. Dans la nouvelle version, on met notamment l'accent sur l'implication de 2 groupes de développeurs de stratégies et de solutions. En fait, on va considérer les propriétaires des activités, donc ceux qui sont responsables de les exécuter et qui sont clairement ceux qui connaissent le mieux les processus. Et on parlera aussi des propriétaires des ressources nécessaires à la réalisation de ces activités.
Donc là, on parle des personnes ou services qui permettront de réaliser les activités, que ce soit grâce à des outils ou en fournissant une expertise. C'est donc toutes les activités de soutien comme les TI, les coms, la sécurité, etc. Donc impliquer ces 2 types d'acteurs dans l'identification de solutions est nécessaire pour couvrir l'ensemble des possibilités et des contraintes avant de choisir une solution plutôt qu'une autre. Par exemple, si vous décidez d'avoir recours à du personnel d'une autre équipe pour effectuer une tâche, donc ça peut être une bonne idée, il faudra peut-être s'arrimer avec les RH ou les syndicats pour être certain que cette équipe est en mesure de l'effectuer, qu'elle a tout simplement le droit de l'effectuer selon la convention collective. Donc parfois, il y a des idées, on croit qu'elles sont bonnes, mais si on n'a pas parlé ensuite aux bonnes personnes, aux bons partenaires, ça pourrait ne pas fonctionner. Dans la précédente version du guide, on parlait de 5 types de solutions de conception. Donc la diversification, la réplication, l'attente, l'acquisition post-incident et tout simplement ne rien faire. Mais c'est plus cette approche-là qui est privilégiée dans la nouvelle version. Du moins, on l'aborde pas de cette façon dans la dernière version. À présent, on souhaite que les organisations se concentrent sur les solutions de continuité qui répondent à l'urgence de la reprise telle que définie par l'organisation, plutôt que de sélectionner des solutions à partir d'une liste d'options liées à la disponibilité des ressources. Donc, l'esprit des 5 types de solutions reste présent, mais c'est plus sur ça qu'on met l'accent. L'angle a donc changé et la pratique professionnelle guide désormais l'utilisateur à travers une série de 9 étapes qui se concentrent sur un plus grand engagement de l'organisation et de ses dirigeants. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à aller consulter le guide, en fait, parce qu'on retrouve beaucoup plus de détails que dans la version précédente. Ça peut être une source d'inspiration dans la recherche de nos solutions. Donc là, dans cette diapo, quelque chose qui n'a pas changé, c'est que l'on part toujours des conséquences pour établir nos solutions. Par exemple, comme la perte d'un site pourrait avoir un impact sur nos activités ou comment la perte d'un fournisseur pourrait nous affecter. Bien sûr, la nature de l'aléa qui nous touche occasionnera des conséquences spécifiques et il faudra le considérer dans son contexte, mais c'est vraiment une approche par conséquence que l'on privilégie dans nos réflexions pour trouver les stratégies et les solutions. Si on pense par exemple à la Covid, plusieurs de nos clients ont finalement eu recours à des solutions liées à un scénario de perte de site plutôt que de perte d'employés, même si c'était une pandémie. Parce qu'en fait, les possibilités de rassemblement et de déplacement étaient totalement perturbées. Donc, cette approche est aussi utile lorsqu'on se retrouve dans une situation impliquant de multiples aléas, ce qui, ma foi, est de plus en plus fréquent, vous vous en rendez compte, et ça facilite aussi l'agilité de l'organisation dans la mise en œuvre des solutions. Enfin, ça permet aussi de réduire dans une certaine mesure le travail de préparation, notamment pour les propriétaires d'activités, parce qu'on les sollicite pour ces différents scénarios. Et ça, c'est pas négligeable, la disponibilité des ressources n'est pas, à l'infini. Ici, en fait, bon, vous voyez dans une capture d'écran, en fait, qui vient de Parasolutions, là, notre solution informatique. Donc mais c'est juste pour illustrer une autre notion qui est importante à comprendre dans le guide du BCI, c'est la distinction entre les solutions et les stratégies. En fait, une stratégie sera d'ordre global, par exemple en lien avec un scénario de perturbation, alors que les solutions correspondront aux différentes actions à mettre en place pour rejoindre notre stratégie. Bien sûr, selon la situation et le temps nécessaire pour mettre les solutions en place, on pourra décider d'en privilégier une plutôt qu'une autre et en changer la séquence. Par exemple, en cas de perte d'accès à un site, on pourra identifier la stratégie d'envoyer tout le monde en télétravail, en identifiant éventuellement un délai souhaité. Et ensuite, dans le cadre de cette stratégie, on identifiera les solutions à mettre en place selon un certain ordre et en indiquant des délais maximaux pour les réaliser. Ce sera vraiment la séquence des actions. Ce sera à cette étape qu'on identifiera les détails et les modalités de mise en place. Donc, on rentre vraiment dans ce qui est précis de la solution. Dans notre exemple de perte de site et d'envoi des employés en télétravail, on pensera notamment aux moyens de communiquer l'information aux employés, que ce soit pour leur transmettre des informations sur la situation ou des directives spécifiques en lien avec le niveau de service minimal attendu de leur part durant cette période de crise. D'ailleurs, là, je tiens à souligner que tenez au courant vos employés, c'est vraiment important. Il n'y a rien de plus désagréable que de savoir qu'on est dans une situation de crise et qu'on ne sait pas ce qui se passe et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est attendu de la part des employés. Donc parlez-leur, envoyez-leur des communiqués, c'est vraiment indispensable.
Donc, dans cette diapo, vous voyez en fait qu'il y a un autre élément qui est important à considérer lorsqu'on cherche à identifier des solutions de continuité et de comprendre l'écart potentiel entre ces solutions et les risques ou conséquences possibles pour l'organisation. En fait, c'est pourquoi plusieurs de nos clients veulent un portrait réaliste de ce qui peut être fait et quel est l'écart existant entre ce qu'on souhaite et ce qui est techniquement faisable. On va ainsi connaître quelles sont les mesures ou procédures déjà en place et comment elles peuvent venir à répondre à nos exigences de continuité. Mais en fait, on veut vraiment comprendre, est-ce qu'on a le bon outil pour le bon problème? Lors de cet exercice, on peut réaliser que les mesures existantes ou qu'on souhaite déployer sont disproportionnées par rapport au risque réel. Ça peut donc représenter un surinvestissement et donc engendrer des coûts excessifs, alors que parfois cet écart permettra d'identifier une lacune et donc une mesure pourrait ne pas être suffisante, représentant alors un risque opérationnel. Cette analyse est aussi indiquée pour s'adapter à l'évolution de certaines menaces et ainsi y répondre adéquatement. C'est aussi important de comprendre comment une solution se mettra concrètement en place selon le contexte d'un incident. On constate souvent qu'on est trop optimiste quant à la reprise d'un système informatique, là, on s'entend. Il est donc nécessaire de réaliser que ce qui est écrit dans le BIA n'est pas forcément ce qui va se passer concernant les RTO et les RPO des applications. Par exemple, si un seul système est impliqué dans un incident, OK, le RTO et le RPO indiqué seront probablement réalistes. Mais dans le cas où plusieurs systèmes tomberaient en même temps, ce sera possiblement pas le cas. Il faut donc le garder en tête. Donc, dans les faits, et pour avoir un portrait concret, on doit ainsi comparer les RTO et RPO identifiés durant l'exercice des BIA avec ce qui est réaliste de mettre en place en situation de crise. Pourquoi il est toujours utile de mener ces analyses d'écart en consultant les équipes concernées, les TI et la haute direction, afin d'avoir l'heure juste et que chacun comprenne les réalités et les besoins de chacun. C'est vraiment super important. On pourra alors réévaluer les investissements à réaliser pour rencontrer nos objectifs de continuité ou, dans certains cas, comprendre le risque auquel on peut faire face et l'accepter. Donc ça peut aussi être une option. N'oublions pas qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, dans cette diapo, on retrouve un extrait de la dernière version du guide des bonnes pratiques montrant notamment l'importance de considérer les solutions selon des périodes de temps. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Ainsi, les solutions identifiées de catégorie A, là, comme vous le voyez à l'écran, devraient être mises en place dans un délai maximum d'1 heure après l'incident. Elles pourraient correspondre à des solutions de réplication, par exemple, alors que pour les solutions de la catégorie B, on pourrait avoir celles de type de restauration. Le BIA, notre fondation, donc vraiment ce sur quoi on se base, permet naturellement de faciliter la priorisation des solutions à choisir selon les catégories. Il est aussi intéressant, d'identifier les conditions préalables, donc c'est ce que vous voyez là tout à droite de l'écran. C'est parce que ces conditions préalables, en fait, à la mise en place des solutions seront vraiment nécessaires pour que ces solutions soient totalement fonctionnelles au moment souhaité. Finalement, ça donne un peu une liste des devoirs à faire. D'ailleurs, ça permet de souligner l'importance de mettre un plan d'action en place suite à l'identification de nos solutions. Sinon, ça risque d'être juste des belles idées, mais qui ne seront pas mises en pratique. Donc, à partir de maintenant, on va vraiment aborder les stratégies clés pour la reprise des activités. Donc, comme évoqué tout à l'heure, en privilégiant une approche par conséquence, ça aura un impact sur le type de stratégie à élaborer. Par exemple, si on pense au risque de perte d'employés, on pourra naturellement envisager d'avoir un certain nombre de personnes formées aux mêmes tâches ou au moins que quelqu'un soit rapidement capable de comprendre quelles sont les tâches à effectuer pour qu'elle puisse prendre le relais au moment souhaité. Donc là, ça peut par exemple être intéressant d'utiliser des outils comme le planeur ou des choses comme ça pour qu'on sache un peu, OK, qui travaille sur quoi en ce moment pour qu'on puisse facilement prendre le relais. À cet effet, il faudra notamment penser à nos personnes clés. Donc ça, c'est vraiment les personnes qui peuvent avoir une expertise unique, de par leur expérience, de par un certain diplôme et cetera. Et on pourra entre autres minimiser les risques de perte de ce type de personnel en évitant que ces personnes, et qui ont la même expertise voyagent ensemble, par exemple. Je ne sais pas si certains se rappellent, mais
il y avait eu un événement il y a plus de 10 ou 15 ans qui avait touché le président polonais et plusieurs membres du Parlement qui se trouvaient tous dans le même avion et qui s'est écrasé en Russie. Donc on s'entend que voyager tous ensemble en même temps, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc ça implique aussi de faire appel à la gestion de risque pour minimiser les impacts des menaces. Et si l'événement survient et que ce travail d'analyse n'a pas été fait au préalable, on ne sera pas capable en fait de mettre les bonnes solutions en place au moment opportun. Ceci soulève également l'importance de documenter les procédures pour faciliter le maintien des activités, surtout si des membres d'une autre équipe étaient amenés à prêter main forte, voire un ou plusieurs consultants. Donc si on parle de perte de moyens de communication ou d'interruption électrique majeure, par exemple, il faudra également envisager d'avoir un site de relève. Ça peut être une option qui soit fonctionnelle, bien entendu, sinon c'est moins efficace. Et puisque ça engendre des coûts additionnels, il faudra s'assurer que cela réponde aux besoins de votre organisation. Mais ça pourra aussi, être vos employés en télétravail qui sont touchés. Donc ça aussi, ça peut être, quelque chose qui vous impacte. Il faudrait alors s'assurer qu'ils puissent être accueillis en nombre dans des bureaux et qu'ils puissent être rapidement opérationnels. Puis on sait que maintenant, avec le fait qu'il y ait beaucoup de gens en télétravail, c'est pas si évident qu'on puisse accueillir tout le monde au bureau. Parfois, il y a plus assez de place. Donc pareil, ça, c'est à considérer. Et si on manque d'espace, on pourrait aussi décider de retourner certaines personnes opérant des tâches en fait qui sont jugées moins prioritaires pour laisser de la place aux autres employés. Donc là, je vous conseille d'avoir une communication efficace à ce sujet pour que les gens qui ont des tâches peut-être moins prioritaires ne le prennent pas mal, mais avec les bonnes stratégies, tout s'explique. Et donc, une fois de plus, pour pouvoir ajuster ces solutions et ces stratégies rapidement et efficacement, il faut connaître ses processus, ses activités prioritaires et ce qui se trouve dans sa boîte à outils pour ne pas perdre de temps, d'énergie et de motivation lors d'un événement. Parce que si on semble agir de manière désorganisée ou floue, ça n'aide vraiment pas à rallier les troupes à sa cause. Ça, c'est évident. Donc, on va parler un petit peu de technologie. Donc, parce qu'on sait que c'est un peu au cœur de nos préoccupations. Alors, il y a bien sûr des aspects positifs et négatifs avec l'utilisation de la technologie. Si on pense aux cyberattaques, par exemple, les organisations savent qu'elles doivent pouvoir y survivre et donc qu'elles doivent s'y préparer et mettre certaines actions en place avant que ça n'arrive. Elles doivent faire des analyses, des investigations, investir du temps, des efforts et des moyens financiers, que ce soit pour les détecter ou les éradiquer. Mais en parallèle de ces actions, il faut aussi comprendre que plusieurs activités pourraient être interrompues durant une cyberattaque. Les solutions de duplication ou de sauvegarde pourraient ne pas être fonctionnelles car ces données pourraient également être contaminées. Donc ça encore, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. L'intelligence artificielle, donc ça aussi, ça peut vous aider à bâtir des solutions ou à identifier des risques. Donc ça peut vraiment être un outil intéressant à utiliser, mais elle peut aussi permettre de remplacer carrément certaines procédures faites par des humains. Donc à évaluer encore là. On en a justement parlé il y a peu lors d'une rencontre de réco là, c'était il y a 2 semaines, avec d'autres professionnels du milieu de la continuité, en évoquant comment l'IA pouvait être utile dans l'élaboration de scénarios d'exercice ou de création d'intrants pour ces exercices. Bien sûr, en ayant recours à ces outils, il faut être vigilant et en fait, quelles données on utilise et quelles données sont mises dans ces intelligences artificielles afin de ne pas accroître sa propre vulnérabilité. Il faut aussi avoir conscience que si on utilise de plus en plus l'IA dans ces activités ou pour remplacer des tâches exécutées par des êtres humains, on pourrait avoir de la difficulté à les maintenir si les outils d'IA sont plus disponibles. Donc, encore là, c'est une histoire de balance à trouver. Concernant le cloud, alors en fait, bien que très pratique pour accéder facilement à ces données, il n'est pas forcément une solution magique pour tous les problèmes TI. Ça, on le voit régulièrement avec certains de nos clients. C'est bon, c'est dans le cloud, on y a accès, ça va être facile. Mais il y a des dépendances en fait, cachées et ça vient pas forcément avec un plan de relève accessible en tout temps. Donc c'est vraiment important de s'informer auprès de ses fournisseurs et de demander à ses fournisseurs quels sont leurs RTO, s'ils veulent bien les donner, c'est pas toujours le cas. Quels sont leurs niveaux de service et quelles sont leurs propres solutions de continuité.
Concernant ces dépendances cachées, en fait, c'est difficile de ne pas évoquer l'incident CrowdStrike. Donc, j'imagine que certains d'entre vous y ont peut-être d'ailleurs goûté. Donc, c'est sûr que là, tout le monde n'y avait pas pensé en fait à ce type de panne, alors que finalement les conséquences ont été majeures. Donc même si c'est difficile d'en faire le tour, on pense ici à comprendre ces dépendances aux tiers parties et tenter d'identifier leurs propres dépendances ou limitations. Alors, un autre aspect crucial à considérer, c'est le coût des solutions pour maintenir ces activités. Comme on peut le voir dans le schéma de gauche, dans bien des cas, plus on souhaite obtenir un RTO rapide, plus les coûts seront élevés. On pense par exemple au fait d'acheter plusieurs congélateurs à vaccins durant la pandémie pour s'assurer d'avoir des solutions de repli au cas où l'un d'eux briserait. Bon, sur le principe, ça semble être une bonne idée, mais fallait à ce moment-là considérer qu'on n'était pas tout seul à vouloir s'en procurer, qu'il y avait des enjeux de délai de livraison, que l'image des établissements de santé pouvait être affectée en fait par les stratégies choisies et que les coûts étaient très très importants. Dans ce cas-ci, c'était bon d'essayer de réfléchir en dehors de la boîte et de mener plusieurs actions en parallèle. Le fait de chercher à se procurer plusieurs congélateurs, en fait, ça n'empêchait pas de réfléchir à d'autres options, comme le réemploi de congélateurs existants, servant par exemple à la recherche en santé, ou de réfléchir à des ententes avec des partenaires publics ou privés. En gros, il est fortement conseillé d'être créatif dans sa recherche de solutions. Et c'est aussi important de faire de la sensibilisation auprès des équipes et de la haute direction concernant les coûts. Par exemple, au niveau technologique, il faut faire réaliser que plus on souhaite un retour rapide des applications informatiques ou de l'accès aux données, plus ce sera cher en ressources financières et en ressources humaines. Ça prend du temps aussi de faire tout ça. Donc, s'ils sont tolérants à une interruption plus longue, les coûts baisseront fortement. Bien sûr, ces réflexions sont à mettre en perspective des priorités identifiées lors des BIA et de la tolérance au risque de l'organisation. Elle est clairement pas la même pour tout le monde. Mais pour prendre des décisions éclairées, encore faut-il comprendre de quoi on parle. Alors, pour faire suite à ce qu'on évoquait plus tôt, la chaîne d'approvisionnement joue un rôle de taille dans l'élaboration de nos stratégies, de nos solutions. À nouveau, cette année, dans son dernier rapport Horizon Scan, sorti il y a 2 semaines, BCI a identifié en fait la chaîne d'approvisionnement comme une possible source de menace en matière de continuité, ainsi que le niveau élevé d'intégration des organisations. De toute façon, vous le voyez tous en ce moment, ne serait-ce qu'avec la grève des postes, les grèves qu'il y a eu, au port, et cetera. On le sait, la chaîne logistique est vraiment, vraiment, importante, en fait, tout ce qui est chaîne d'approvisionnement. Donc plus les relations, en plus, sont complexes et interreliées, plus il est difficile d'avoir un portrait des dépendances existantes et des vulnérabilités qu'elles occasionnent et plus la recherche de solutions est délicate. En fait, ça devient vraiment complexe, voire opaque, donc c'est très difficile de tout détricoter pour bien comprendre de quoi on parle. Parmi les différentes options possibles, en fait, on pourra chercher des solutions à l'interne, donc directement avec son partenaire commercial habituel, ou avoir un plan B dans sa manche et donc d'avoir préalablement identifié et évalué d'autres partenaires commerciaux. Parfois, même faire appel à un concurrent peut être envisagé. On ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un élan de solidarité entre professionnels. Et donc, ça dépendra bien sûr du contexte de la crise. Comme on le disait tout à l'heure, c'est intéressant de demander quels sont les RTO et les niveaux de service de ces fournisseurs. Idéalement, en avoir une trace écrite, voire contractuelle, peut être utile en cas de rupture dans la chaîne d'approvisionnement. Des pénalités pourraient être facturées, puis, mais encore là, s'il y a des pénalités, il faut se demander est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce qu'elles viennent raisonnablement combler ce qui ne sera pas livré selon notre OMCA, donc notre objectif minimal de continuité. Donc, il y a aussi des assurances qui peuvent être, souscrites pour pallier une rupture dans la chaîne d'approvisionnement. D'ailleurs, c'est de plus en plus répandu d'avoir recours à ce type d'assurance. Encore là, il faut s'assurer que ça corresponde à ce qu'on souhaite si jamais il y avait un bris dans la chaîne d'approvisionnement. Et de plus en plus d'organisations d'envergure, demandent en fait, elles exigent que leurs fournisseurs possèdent des plans de continuité ou de relève informatique dans leurs appels d'offres, histoire de minimiser leurs propres risques. Donc ça aussi, on le voit de plus en plus, c'est vraiment, de plus en plus fréquent.
Bien sûr, on réfléchit à ce type de solution et de validation pour nos fournisseurs les plus critiques et pas à l'ensemble d'entre eux, sinon on n'en finirait plus, ce serait l'enfer. Ultimement, lors de la validation de ces plans et des solutions identifiées, il peut aussi être intéressant de joindre un partenaire ou un fournisseur à un exercice, surtout si on travaille de façon super intégrée avec lui. En gros, il faut éprouver la chaîne d'approvisionnement et les relations entières dont on dépend pour éviter les fausses attentes et les mauvaises surprises. Alors, pour résumer un peu tout ça, voici des éléments qu'on souhaite en fait vraiment considérer lors de l'élaboration de solutions. Concernant l'équilibre entre le coût et les bénéfices, c'est essentiel de comprendre qu'on est en compétition avec d'autres coûts dans l'organisation et qu'il faut se faire comprendre de la haute direction pour réussir à obtenir des financements ou des approbations. C'est donc judicieux de faire valoir son point en trouvant des solutions auxquelles la haute direction va adhérer. Parfois, ça peut même être utile de faire un peu de lobbying et de les sensibiliser au fait que cela jouera sur l'image qu'auront les clients ou les usagers de nos services, voire des employés. En fait, c'est bon qu'ils comprennent qu'ils pourraient en retirer beaucoup de retombées positives si les activités sont maintenues malgré une crise. Bien sûr, amener des solutions cohérentes et expliquer qu'on a envisagé plusieurs scénarios aide à rendre notre démarche crédible et sérieuse à leurs yeux. C'est sûr, c'est beaucoup plus efficace. Considérant la fiabilité et l'urgence, en fait, ce qu'on veut dire ici, c'est que si on a seulement quelques minutes pour mettre en place une solution, on veut être sûr qu'elle fonctionne. Par exemple, si vous avez besoin de faire fonctionner un appareil médical vital durant une interruption électrique, on va vouloir s'assurer qu'il est branché sur une génératrice et qu'elle est fonctionnelle et donc elle devra, par exemple, être déclenchée automatiquement chaque semaine pour être sûr qu'elle fonctionne et inspectée régulièrement pour être sûr que tout soit efficace au moment opportun. Au final, même dans ce genre de situation qui sont particulièrement critiques, on souhaitera même avoir un circuit parallèle dans le cas où la génératrice brisée et ça peut arriver, croyez-en mon expérience. Concernant les niveaux de service, comme expliqué tout à l'heure, il faut considérer les niveaux de service à travers le temps. Donc en mode dégradé, on ne souhaitera pas forcément fournir 100 du service dans la journée suivant l'incident, mais par contre, au fur et à mesure qu'avance la situation, il faudra avoir une idée claire et préétablie du nombre de commandes à traiter, par exemple, et ajuster les stratégies de communication en conséquence. Donc, toujours garder l'histoire des niveaux de service en tête pour que ce soit cohérent, la solution qu'on utilise par rapport à la situation vécue. Concernant la répartition des géographiques, en fait, c'est si votre modèle d'affaires comprend une répartition géographique de vos activités, peut être intéressant selon la situation de transférer certaines activités sur un autre site. Il faudra alors considérer les distances, le temps et le coût de transport avant de l'envisager comme une solution viable ou encore penser par exemple, je sais pas, au décalage horaire ou à d'éventuelles restrictions de transport comme durant la Covid. Donc, vous pouvez se dire: «Tiens, ça peut être intéressant d'en transférer, je sais pas, du personnel sur tel site». Sauf que si on ne peut pas se déplacer d'une région à l'autre, ça marche moins bien. Donc d'ailleurs, ça la pandémie, c'est un bon exemple d'événement qui est venu rendre caduques certaines solutions identifiées au préalable. En tout cas, on souhaite que ça ait éveillé un peu de créativité chez certains et qu'ils essayent maintenant de trouver des solutions un peu plus, efficaces. Alors concernant les défaillances partielles et les défaillances multiples, donc là, on parle ici de conséquences multiples découlant de plusieurs aléas simultanés. Par exemple, en cas d'événement météorologique extrême, on pourrait autant subir des dégâts d'eau sur nos sites qu'avoir du personnel bloqué chez lui car toutes les routes sont impraticables. On peut notamment penser aux précipitations extrêmes qui ont eu lieu cet été à Montréal. On pourrait aussi avoir une cyberattaque qui survient en même temps qu'une période, difficile pour une organisation, sachant que les pirates et les États qui sont à l'origine de ces attaques sont particulièrement attentifs aux périodes de vulnérabilité de leurs victimes. Ça peut aussi être intéressant de connaître à ce moment-là ces périodes de pointe. Comme ça, on sait qu'on est peut-être plus fragile à ce moment de l'année. Donc, il ne faut donc pas se contenter du confort d'un aléa unique lors de l'élaboration de nos solutions. Et un peu les mettre au défi durant les exercices pour s'assurer qu'elles peuvent être efficaces ou au moins comprendre les limites de leur mise en place et que ce soit documenté, histoire de ne pas réinventer la roue, à chaque événement. Concernant les besoins des parties prenantes, donc en fait,
Tenir compte des besoins des parties prenantes, ça doit également être considéré dans l'élaboration de nos solutions. Admettons qu'on est un restaurateur, même si on a mis des mesures en place pour pouvoir maintenir nos activités pendant la pandémie, comme la signalétique ou l'installation de plexiglas, bah, si nos clients ont des restrictions pour se déplacer ou qu'il y a un couvre-feu, nos solutions ne seront pas suffisantes. Donc, juste garder ça en tête. Concernant la disponibilité des partenaires et de la logistique, donc là, une fois de plus, si on pense aux services de santé, vous comprendrez que j'y ai œuvré un certain temps. Il faut considérer la disponibilité et les contraintes de nos partenaires selon la situation. Par exemple, dans un cas de pénurie d'eau majeure couvrant un grand territoire, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, mais il y a une partie de Montréal qui a un avis d'ébullition en cours, donc c'est moins grave qu'une pénurie, mais bon, ça peut quand même freiner certaines activités. Donc, dans notre exemple de pénurie d'eau majeure, plusieurs établissements de santé pourraient avoir des ententes de service pour de la livraison d'eau potable avec le même fournisseur. D'ailleurs, pas que les établissements de santé, ça pourrait être bien plus large que ça. Et ça pourrait donc coincer, en fait, si tout le monde avait besoin de la même chose au même moment. D'ailleurs, ultimement, les ententes pourraient même toutes tomber si la ville faisait des réquisitions ou la région. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des ententes avec des fournisseurs ou des partenaires en cas de crise. Par contre, il faut anticiper d'éventuelles limitations en cas d'événements d'envergure ou d'aléas multiples. Une fois de plus, l'idée ici, c'est pas en fait, d'avoir un faux sentiment de sécurité après avoir identifié des solutions, même si elles sont prêtes à être déployées. Ça, parfois, on le constate, nous, avec certains clients, c'est qu'ils disent: «OK, bon, il y avait tel problème, on a identifié telle solution, c'est réglé, on n'aura plus de soucis». Ben non, ça marche pas forcément. Dernier point concernant, ce petit récapitulatif, c'est les restrictions au moment de l'incident. Donc concernant les restrictions, en fait, encore là, il est utile de penser en dehors de la boîte et d'envisager les limites des solutions envisagées. Soit pour trouver des solutions complémentaires, soit pour au moins avoir conscience et sensibiliser les équipes à ces limitations. Après, ce sera une histoire de tolérance au risque finalement. Donc, par exemple, on va dire, on aurait un feu de forêt, comme on a eu en 2023 là, au Québec. On pourrait perdre un site à la suite d'un ordre d'évacuation. Bon, et alors on pourrait avoir des délais conséquents pour redéployer nos travailleurs sur un autre site. Il pourrait y avoir des grosses congestions dues à l'évacuation. Les salariés pourraient eux-mêmes être sinistrés selon en fait, où ils habitent, ou du smog dû au feu de forêt pourrait empêcher le redéploiement sur certains sites, même éloignés, et cetera, et cetera. Donc, bien sûr, on peut toujours trouver des catastrophes à l'infini, hein, ça ne doit pas couper l'élan dans la recherche de solutions, mais il faut quand même essayer d'envisager différents cas de figure. Puis, si on pense à la Covid, finalement, elle a sacrément mis au défi les solutions qui avaient été envisagées dans les plans de continuité ou les plans de pandémie de beaucoup d'organisations. Ça pouvait un peu donner l'impression qu'on avait tapé à côté, avec ce qui avait été identifié. Mais finalement, j'espère que la pandémie aura plutôt été bénéfique et elle aura stimulé les professionnels de continuité et les hauts dirigeants à envisager les menaces et les solutions de façon plus créative. Donc une autre, façon d'éprouver un peu tout ça, c'est les exercices qui sont un bon moyen de tester les solutions identifiées et de permettre de réduire la quantité d'angles morts. Il en restera toujours, mais ça permet quand même d'en réduire un certain nombre. Ici, en fait, on va vous présenter c'est un moyen intéressant d'appréhender le déploiement des solutions et de comprendre la séquence de ce déploiement. C'est d'abord recours à des arbres décisionnels. Donc ça, c'est un outil parmi tant d'autres là, mais c'est juste quelque chose qu'on voulait vous présenter. Donc en fait, on va pouvoir ainsi ajouter des indicateurs ou des critères de déclenchement pour faciliter la tâche du coordinateur de la cellule de crise ou des équipes. Ça permettra aussi de faire comprendre plus facilement pourquoi on met telle solution en place et à quel moment, que ce soit auprès des équipes ou de la haute direction. Parce que personne n'a envie de batailler avec des collègues ou des directeurs pendant la gestion d'une crise, donc cela peut sauver un temps précieux et pas mal d'énergie à tout le monde. Encore là, garder la motivation des troupes est aussi un gage de succès. Donc au final, un arbre décisionnel facilite aussi la justification des actions mises en place en cas d'audit ou de commission d'enquête. Donc c'est pas négligeable. Puis même si l'arbre décisionnel n'est pas utilisé durant la gestion de l'événement,
son élaboration aura déjà permis de se pencher sur la viabilité de la solution et de son mécanisme de déploiement. Donc, après avoir identifié nos solutions, va falloir en fait les évaluer et les implanter. Pour ce faire, on aura pas mal besoin de mettre en place tous les éléments que vous voyez à l'écran. Pour votre information, dans la dernière version du guide du BCI, la partie de gestion de projet en lien avec l'implantation des solutions est passée dans la pratique professionnelle 5. C'est juste à titre informatif que je vous dis ça. Mais concrètement, il faut mettre toutes les solutions sur la table et les comparer en termes de coûts, de gains, de contraintes, d'enjeux potentiels, de communication, de moments propices d'implantation, etc., etc. Il faut également tenter de s'arrimer avec les objectifs globaux de l'organisation. Ça facilitera l'approbation de la démarche et ça permettra probablement une implémentation plus rapide et plus efficace. Et une fois implanté, il faudra bien sûr réviser et mettre à jour ces solutions selon l'évolution des menaces, selon les changements organisationnels et selon les objectifs stratégiques. Ce serait moche que le fournisseur qu'on a identifié comme plan B ait fait faillite et qu'il ne soit plus disponible. Mais surtout, ce qui serait triste, c'est qu'on s'en rende pas compte. C'est bien pour ça que les mises à jour sont conseillées de façon annuelle pour les solutions. Ici, en fait, on peut voir un exemple d'analyse, ça c'est un des rapports qu'il y a dans Parasolutions. En fait, ça permet de comparer les solutions, notamment en termes de coûts en capital et de coûts opérationnels, donc qui peut être vraiment très différent et jouer un rôle dans le choix ou non d'une solution. Je souligne également ici l'importance d'avoir la vue d'ensemble des solutions selon différents scénarios, donc en considérant les avantages et les inconvénients de chacune des solutions. On pourra également veiller à ce que les investissements soient équilibrés entre les différentes directions et le type des menaces, toujours selon les objectifs de l'organisation. Il faut aussi garder en tête qu'il peut y avoir des bénéfices à court ou moyen terme dans le fait d'implanter des solutions, donc notamment grâce à l'optimisation de certains procédés. Donc, en décortiquant tous ces processus, on peut tout simplement se rendre compte qu'une façon de faire n'est peut-être plus appropriée et qu'elle est désuète. C'est parfois l'occasion de réduire une vulnérabilité en cherchant des solutions de continuité et d'optimiser ces processus. Je vois Myriam. qu'on avait une question, ouais. Allô, Simon? Bonjour Myriam, merci pour la présentation, c'est super intéressant. Petite question de décor, on voit à l'écran là, ce que je comprends être des gabarits de Parasolutions, et j'aurais tendance à croire que ce niveau de détail-là ne serait pas dans un gabarit de plan de continuité, mais probablement dans un autre type de gabarit là, qui est interne dans la plateforme. Super, c'est la précision que je voulais juste avoir. Merci. Ouais, tu as tout à fait raison. Là, c'est sûr qu'on atteint un niveau de détail quand même assez poussé, là. On s'entend. Mais tu as bien fait de poser la question. Donc en pratique, là, et pour faire un petit récap de ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, voici des éléments importants à garder en tête durant notre pratique professionnelle 4. Donc, détailler comment intégrer les stratégies discutées dans un plan de conception de solutions cohérent. Ça, c'est vraiment important, qui soit aligné avec les objectifs globaux de continuité des activités de l'organisation. Ensuite, documenter clairement le plan en incluant les contributions de chacun et les séquences d'actions détaillées pour divers scénarios. Assurez-vous que le plan respecte les normes légales, réglementaires et industrielles et qu'il est aligné avec les objectifs stratégiques de l'organisation. Ça aussi, on l'a dit, c'est super crucial. Et assurez-vous que les parties prenantes soient formées et exercées. Ça semble niaiseux de le dire, mais si les gens ne savent pas comment mettre les solutions en place, ça ne marchera pas. À la suite de l'identification de toutes ces solutions, il est intéressant de faire un retour, en fait, en équipe. Ce sera l'occasion de valider la résilience. Hop, il bouge tout seul, il bouge tout seul. Bon. Donc ce sera l'occasion de valider la résilience de ces activités et sera aussi indiqué de sensibiliser les parties prenantes au fait que ce n'est pas parce qu'il y a des solutions identifiées que tout va bien se passer. Ça, c'est vraiment important, là, que ça rentre dans la tête des gens. C'est pas parce qu'on a identifié des solutions de repli finalement que ce sera suffisant et donc faut garder une agilité dans l'organisation. Et enfin, des éléments à garder en tête une fois
l'exercice de recherche de solutions terminé, c'est qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Donc c'est sûr, c'est satisfaisant et assez rassurant d'avoir des solutions dans ses plans, mais il faut rester à l'affût des menaces et à la possible évolution des solutions. Donc on peut penser aux nouvelles tendances au niveau technologique ou à l'utilisation de l'IA, par exemple. On peut aussi consulter les rapports concernant les menaces ou les avancées en matière de pratique de la continuité afin de rester à jour. Donc, pas des webinaires comme vous le faites actuellement, c'est très bien. On est content que vous y participiez. Puis, en fait, pour rester un pas en avance, faut aussi en fait, on conseille aussi de poursuivre les démarches de sensibilisation et de faire réaliser aux différents secteurs l'importance de garder la continuité dans un coin de tête et qu'ils vous fassent aussi part des changements dans l'organisation qui pourraient influencer la continuité au fur et à mesure. Ça, quand on arrive à ce niveau de maturité dans l'organisation, on est vraiment super content. Puis, on arrive au moment de la période des questions. Donc, en fait, on voulait vous faire un petit clin d'œil par rapport au titre du webinaire, donc pour illustrer l'aspect artistique dans l'élaboration de solutions. On vous a mis la photo d'un couple dansant le tango, qui fait un peu référence finalement à l'expression It takes two to tango. Donc, il faut être deux pour pouvoir danser le tango. Et donc en fait, ce qu'on voulait souligner, c'était la collaboration et l'implication des parties prenantes dans la pratique professionnelle 4. Parce que si vous élaborez vos solutions tout seul dans votre coin, il y a de bonnes chances que tout se passe pas comme prévu. Donc voilà, et puis Marie-Hélène, je te rends la parole. Ben oui, merci Myriam. Donc, vraiment très intéressant. Donc, si vous avez des questions, on vous invite à prendre le plancher, que ce soit écrit ou en vrai, là. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Simon. Je vais briser la glace. Deux choses. D'abord, je trouvais super intéressante l'analogie à l'art et là, on l'a placé dans dans la danse. Naturellement, je le voyais dans la musique. Je me rappelle d'un webinaire de Yannick Aymon qui faisait le lien dans l'improvisation vers la musique aussi. Et je trouve que ça s'applique particulièrement bien, là. Oui, tout à fait. Et fait que c'était un petit commentaire éditorial que je trouvais le fun à faire à tous. Ma question allait dans l'angle des conséquences qu'on a vues. Tu sais, je comprends que tu sais, on veut structurer notre approche par conséquence parce que ça nous donne un cadre et une manière de, je vais dire, manger l'éléphant une bouchée à la fois là, en termes de préparation. Puis je me demandais un peu si, en fait, comment on place le télétravail dans cette réalité-là? Là? Je trouve que c'est une nouvelle bébite qui est arrivée suite à la pandémie par la généralisation du télétravail. C'est tellement multidimensionnel, multi-impact. Je veux dire, moi, j'ai la prétention de dire que une manière d'y parvenir, c'est de le considérer comme une nouvelle conséquence en soi dans nos plans de continuité. Puis je serais curieux de peut-être bouncer, voir si ça résonne pour vous ou si d'autres idées ont été. Parce qu'après ça, de la manière qu'on vient le placer dans notre méthodologie de préparation, on va venir aborder les solutions qui en découlent d'une manière différente. Fait que j'espère que je ne suis pas en train de déborder du cadre de la rencontre, mais puis si vous me le dites, ben on arrête là, puis on prend ça offline, puis voilà. Ben non, écoute, enfin, je trouve que c'est super pertinent parce que c'est vrai que le Oui. télétravail, ça a été un tel changement là. Oui, Marie-Hélène, tu voulais dire quelque chose? Ah Excuse-moi. non, vas-y Myriam, je rien dire. Ben oui, non, c'est sûr que c'est tellement une pratique qui est venue un peu bouleverser nos façons de faire habituelles. C'est sûr qu'il faut le considérer, puis qu'il faut prendre un pas de recul sur cette nouvelle façon de fonctionner, puis revoir les solutions qui avaient peut-être été identifiées avant que tout ça soit mis en place. Donc, il- il- ça peut être finalement presque un scénario problématique, le télétravail, mais on en a déjà parlé. Ou la perte du télétravail, disons. Ben, c'est ça, la perte du télétravail, puis on a finalement une vulnérabilité et des dépendances induites par ce changement de pratique. Donc, ben, je ne sais pas si Isabelle, moi, je te Oui. voyais opiner du chef. Oui. Je pense que tu voulais ajouter quelque chose à ce sujet. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, c'est bon. Dans le fond, je pense que oui, il
faut pas juste le garder comme un statu quo, comme on l'avait dans nos solutions précédentes, ou tu sais, que c'était une des options disponibles. Dans le fond, c'est une une façon de fonctionner, mais qui est quand même une solution. Il faut juste, tu sais, quand on parlait de considération, fait que c'est plutôt au niveau des considérations. Fait que la solution est toujours là, mais dans le fond, on a d'autres éléments à considérer. Est-ce que si ces gens-là, j'ai des clients qui, eux autres, s'assurent que ces personnes-là qui sont critiques, ben, ils ont deux types de hotspots, ils ont des génératrices ou des power packs. Fait que, ils vont s'assurer que ces gens-là sont plus résilients ou la solution va être de revenir au bureau, là, mais c'est de considérer la solution n'est pas seule, hein, c'est tout ce qui doit être considéré avec qui doit en faire part. Fait que c'est pas tant que je le verrais comme complètement un autre scénario, mais je m'assurerais qu'on considère les impacts si la solution n'est pas fonctionnelle, là. J'ai Ben, tu sais, probablement été très grossier. Oh, excuse-moi, mais non, tu sais, sinon, il n'y a pas de je pense que c'est problème. très Ben, grossier de dire que c'est une nouvelle conséquence, là. C'est plus fin que ça, là, puis je t'entends bien, Isabelle, merci. mais tu sais, tu le disais aussi, Myriam, tantôt, là, je pense qu'à la base, c'est la communication, communiquer aussi. Tu sais, souvent, le monde prépare leur programme, les aspects tout seul dans leur petit module, dans leur petit local, sans forcément les partager à qui de droit. Puis je rajouterais finalement que le télétravail va plus ou moins aussi avec les personnes qui sont absentes, tu sais, les vacances, la maladie ou peu importe. Puis Ouais. finalement, on repose tout sur cette personne-là. Puis le jour où elle n'est pas là, que ce soit télétravail, absente, vacances, maladie ou autre, ben, on s'aperçoit que la roue, elle tourne plus parce qu'on n'a pas partagé, on n'a pas communiqué les solutions ou les programmes de développement à ce niveau-là. Puis ça, tu vois, ça revient vraiment beaucoup à notre phase d'analyse, en fait, d'identification de nos personnes clés. Parce que si tu sais pas qui est indispensable ou qui a cette expertise unique, puis on s'entend là, tout le monde est indispensable, là, c'est juste que certains, pour X raisons, ont parce qu'ils ont l'historique de la boîte, parce que ils ont telle compétence technique, ils vont avoir une sorte de plus-value. Donc, c'est pas forcément un problème en soi. Par contre, faut en avoir conscience pour trouver des solutions, soit des formations croisées, soit que tout le monde prenne pas, enfin, les personnes clés ne prennent pas leurs vacances en même temps. Ça peut aussi être aussi simple que ça. Donc, c'est sûr qu'il faut se connaître pour prendre des bonnes décisions, là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions? Oh, vous êtes bien sage. Alors, c'était clair, en tout cas. Un gros merci. Ah bah, tant mieux, Ah, puis, je suis contente. puis, si je peux faire un petit peu de pouce là, sur la dernière image, là, puis le tout tango et tout ça, puis tu sais, de revenir aussi sur ce que Bessie amène au niveau là, d'impliquer plus de gens au niveau là, de l'élaboration des solutions. Là, ça, c'est comme tu sais, un point très important. Vous êtes plus seul. Ben, j'espère que vous ne l'avez jamais été, mais souvent, tu sais, les gens de continuité, ils mènent le bateau de beaucoup, mais tu sais, dans le fond, c'est dans la structure, puis comme Myriam l'a bien expliqué, ça part d'un BIA. Si un BIA a été, tu sais, on a bien consolidé les requis, les besoins, tout ça, dans le fond, c'est votre source pour y retourner. Et après, d'impliquer les détenteurs de solutions. Donc, avant, vous avez toujours travaillé avec les TI qui faisaient des plans de relève, mais dans le fond, ils font partie des solutions. Fait que dans le fond, on a les gens qui sont responsables des activités, mais autant importants sont les gens qui sont responsables des ressources et des solutions, que ce soit au niveau là, des partenaires d'affaires, des fournisseurs. Là, Myriam en parlait bien. Là. Dans le fond, il y a des gens qui sont connaissants dans ils les connaissent, ces fournisseurs-là, ils connaissent les solutions disponibles. C'est à eux de vous aider à trouver ces meilleures solutions-là. Là, donc, c'est de travailler ensemble et, dans le fond, leur redonner la responsabilité dans l'élaboration de ces solutions-là. Donc, ce n'est pas fait seul. C'est comme avec les responsables des activités. Dans le fond, il y a aussi les responsables de solutions, puis c'est ensemble qu'on va trouver la meilleure solution. Ah, Simon? Pour rebondir là-dessus, Isabelle, j'entends là-dedans que, dans le fond, la PP4, elle devient comme une dimension sur laquelle travailler à la PP2 aussi, d'une certaine façon, dans l'intégration
de la continuité à la culture de l'organisation. C'est un vecteur dans lequel on permet de faire ça en élargissant les contributeurs, les parties prenantes, puis en octroyant des rôles dans la démarche de continuité qui est plus globale. OK, super, c'est super intéressant. Tout à fait. Vas-y, Myriam. Excuse-moi, moi c'est ça, c'est juste pour dire, c'est sûr que lorsqu'on implique du monde dans l'élaboration de solutions, par la force des choses, on fait aussi de la sensibilisation à ces enjeux. Donc, c'est sûr que ça vient répondre aussi tout le volet de sensibilisation, puis d'intégration, en fait, de la continuité dans l'organisation. Donc, c'est vraiment efficace à plusieurs niveaux. Puis, c'est ça, comme le disait Mathieu, là, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de ceux qui connaissent les processus, là. Je pense notamment aux gens, tout le monde de la logistique, tous ceux qui sont impliqués avec les fournisseurs. Faut impérativement les impliquer, là, sinon ça fonctionnera pas. Là, il y aura toujours des angles morts. Puis, ils pensent à des trucs, là, ceux qui sont sur le terrain, ils ont des bonnes idées, là, faut aller les chercher auprès d'eux. Mais ils sont responsables aussi, tu sais, de leur donner la responsabilité. Puis ça nous amène à la PP5 qui est l'implantation. Et dans le fond, la réponse, bien, les gens qui font partie aussi des ressources, bien, ils font partie aussi de vos plans, tu sais, sont responsables des ressources. Fait que, tu sais, de leur s'assurer que les autres, ils font partie de l'ensemble de la solution globale. Super intéressant, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Donc, et pour votre participation. Donc, on espère que les sujets abordés et les discussions vont résonner dans votre quotidien. J'ai mis le lien si vous souhaitez avoir la présentation et l'enregistrement. Vous pouvez également vous inscrire à notre infolette sur notre site Internet pour recevoir nos nouvelles, notamment les informations pour nos prochains webinaires Insight, les prochaines perspectives qui auront lieu en 2025. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Merci pour votre temps et votre participation. Merci, Myriam. C'était super clair et très intéressant. Merci à tous. Passez une belle fin de journée. Excellente fin de journée. Bonne journée tout le monde. Bye bye.